Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans la séquence 6, c'est-à-dire la dernière séquence du cours de biologie du développement et du vieillissement, et dans lequel nous allons nous focaliser sur la 4e semaine de développement embryonnaire. Cette 4e semaine de développement embryonnaire est caractérisée dans l'espèce humaine par la survenue de deux phénomènes très importants. Tout d'abord, la plaque neurale, qui est encore superficielle et dorsale, se modifie et donne le tube neural que nous avons déjà abordé en fin de 3e semaine de développement embryonnaire, qui est internalisé dans l'embryon et recouvert par de l'ectoderme de surface. C'est la neurulation, caractéristique de cette 4e semaine de développement embryonnaire. Le deuxième temps, essentiel de la 4e semaine de développement, est la séparation progressive des tissus embryonnaires et extra-embryonnaires. Cette phase complexe fait intervenir des mouvements dans les trois directions de l'espace et dans le temps. Ce phénomène est appelé la délimitation. L'étape de neurulation comprend deux étapes essentielles, une qui s'appelle le façonnage et l'autre la courbure. Nous allons voir par la suite exactement à quoi correspond le façonnage et la courbure en termes de modification de l'architecture et des interactions entre les cellules. Abordons tout d'abord le façonnage qui porte le nom de shaping en anglais. Cette étape correspond à des modifications importantes de la forme cellulaire. Vous avez compris que ce sont les cellules qui concernent le neurectoderme, c'est-à-dire les cellules de l'ectoderme qui vont devenir des cellules nerveuses. Les cellules nerveuses qui sont dites présomptives deviennent prismatiques. C'est ce que l'on voit d'ailleurs sur le schéma. Vous voyez que les cellules changent de forme, elles deviennent prismatiques alors qu'elles étaient plutôt de forme cuboïdale. Alors que les cellules latérales, elles, restent pavimenteuses. Vous voyez que ces cellules sont aplaties, elles sont de forme pavimenteuse et les autres des cellules de forme prismatique. Ces transformations s'accompagnent d'un épaississement dorso-ventral, partie dorsale et partie ventrale du disque embryonnaire, mais surtout de cette couche de l'ectoderme. On parle également de rétrécissement médiolatéral et d'une extension crânio-caudale de la plaque neurale. C'est clairement ce qui est visible sur ce schéma. L'ensemble de ces modifications sont intrinsèques aux cellules de la plaque neurale, c'est-à-dire elles ne concernent que ces cellules de la plaque neurale et ne nécessitent pas la présence des tissus voisins. Mais la portion caudale est modifiée de façon plus majeure que la partie rostrale. Clairement, on voit que la partie caudale est beaucoup plus transformée que la partie rostrale qui correspond à la future tête de l'embryon. Ces modifications n'affectent pas la plaque neurale de façon homogène. Ainsi, la portion caudale de la plaque neurale subit des modifications plus importantes que l'extrémité rostrale. Il s'ensuit une déformation de la plaque qui est initialement arrondie et qui prend une forme de raquette de tennis à manche caudale. La partie antérieure, c'est-à-dire la partie située ici ou ici, correspond au futur cerveau et la partie plus effilée, ici, ici et ici, correspond à la future moelle épinière. Pour la déformation de la plaque neurale au cours du façonnage, ce qui est représenté sur la figure en bas à droite, les auteurs ont marqué les coins des 6 carrés en avant du nœud et ils ont suivi la déformation de ces marques au cours du temps. Cela permet de visualiser la déformation de la plaque neurale en suivant, par un marquage des cellules, le devenir de ces cellules. Les carrés gris représentent le territoire initial. Vous voyez que les carrés gris ne changent pas de forme. Ils sont maintenus tels qu'ils sont ici à T0. Mais par contre, on peut voir clairement que les lignes noires, elles, se déforment. Donc, on peut suivre la déformation des lignes noires au cours du temps. Le mouvement de convergence-extension est particulièrement bien visible dans cette expérience.
entre 0 heure et 9,5 heures, on peut voir clairement la déformation de ces cellules qui vont adopter une forme ces cellules qui vont adopter une forme de raquette de tennis. Sur les deux schémas présents sur cette diapositive, vous pouvez voir clairement la transformation de la plaque neurale qui est initialement dorsale et superficielle, qui va s'internaliser à l'intérieur plus profondément dans le disque embryonnaire et au final se fermer pour former un tube neural individualisé et recouvert par l'ectoderme de surface. Nous retrouvons également de part et d'autre de ce tube neural des structures qui sont mésodermiques, en particulier les somites, et puis juste en dessous du tube neural, nous retrouvons également l'anotocorde, structure essentielle qui va intervenir également dans la différenciation et dans la régionalisation ventrodorsale du tube neural. Sont représentées sur cette diapositive les modifications de la plaque neurale au cours de la formation de la gouttière neurale. Comme je vous ai dit déjà précédemment, les cellules nerveuses présomptives, c'est-à-dire les cellules qui vont devenir a priori des cellules nerveuses, deviennent prismatiques, alors que les cellules latérales, tout autour de la plaque neurale, c'est-à-dire à partir ici, 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 restent pavimenteuses. Ces transformations s'accompagnent d'un épaississement dorsoventral, d'un rétrécissement médiolatéral et d'une extension crânio-caudale de la plaque neurale. L'ensemble de ces modifications sont intrinsèques aux cellules de la plaque neurale et ne nécessitent pas la présence des tissus voisins, mais la portion caudale est modifiée de façon plus majeure que la partie rostrale. Vous voyez bien que c'est cette partie-là, ici, ici, ici et ici, qui va se déformer beaucoup plus radicalement que ne le fait la partie rostrale, qui, bien évidemment, devient de plus en plus effilée, alors qu'ici elle est très large, mais c'est quand même au niveau de cette partie-là que les modifications sont les plus importantes. Alors, ces modifications n'affectent pas réellement la plaque neurale de façon homogène. Ainsi, la portion caudale de la plaque neurale subit des modifications plus importantes que l'extrémité rostrale. Il s'ensuit une déformation de la plaque qui est initialement arrondie et qui prend une forme de raquette à manche caudale. La partie antérieure correspond au futur cerveau, donc j'appelle partie antérieure la partie rostrale, et la partie la plus effilée, ici, correspondant au manche de la raquette, deviendra la future moelle épinière. La deuxième étape essentielle dans la déformation de la plaque neurale est la courbure ou bending. C'est un processus complexe qui met en jeu des mécanismes cellulaires et moléculaires, en particulier les filaments d'actine, mais également des gènes spécifiques. Le processus de neurulation et la courbure fait intervenir le réseau d'actine, comme je viens de vous le dire, mais pour la partie céphalique, mais en serait indépendant dans la partie spinale. Des gènes spécifiques contrôlent la mise en place de la neurulation céphalique, d'autres contrôlent la neurulation spinale. La plaque neurale, elle se modifie avec déformation cellulaire majeure et adoption d'une forme conique pour les cellules au lieu de prismatique. Et cette forme conique, elle va être importante notamment pour la formation de la charnière juste au-dessus de la notocorde. C'est le premier endroit où commence à se déformer la plaque neurale. Là, vous pouvez voir clairement que les cellules qui sont ici et ici, mais également ici et ici, ce sont les mêmes, sont des cellules qui vont garder une forme prismatique. Par contre, les cellules qui sont au fond et qui participent réellement à la formation de la charnière, elles se déforment et elles prennent une forme conique au lieu de prismatique. C'est le
l'événement qui va contribuer à la déformation de la plaque neurale, et ce sont en fait les débuts de la formation du tube neural. Mais également, il s'ensuit une extension latérale des tissus qui vont pousser vers la partie médiane et qui contribuent également à la déformation de la plaque neurale. La fusion des bourrelets représente également une étape essentielle dans la formation du tube neural. Les tissus qui sont primitivement latéraux prennent une position plus dorsale et convergent vers la ligne médiane. Ils vont former les bourrelets neuraux qui sont recouverts de l'ectoderme de surface. Alors les bourrelets neuraux sont ici et ici, et représenté en noir le tube neural à proprement parler, qui lui va exprimer de la cadérine, mais la N-cadérine, c'est-à-dire de la cadérine spécifique de tissu nerveux. Par contre, les autres cellules qui sont latérales, qui sont les cellules initialement restées prismatiques, elles vont exprimer la E-cadérine et sont spécifiques de l'ectoderme de surface. Et déjà, on peut voir sur cette diapositive que l'ectoderme de surface commence à recouvrir les bourrelets neuraux. Les molécules d'adhésion vont être capitales dans cette fusion puisque les cadérines expliquent la reconnaissance et l'attachement cellulaire au moment de la fusion des bourrelets neuraux entre eux. Ces molécules permettent l'appariement des tissus homologues. Les cellules de la plaque neurale expriment la N-cadérine. Ce sont les cellules en noir. Et les cellules de l'ectoderme de surface, la E-cadérine. Les cellules qui sont ici restées blanches. Elles assurent donc des liaisons homophiles, c'est-à-dire entre protéines identiques. Donc, les cellules qui sont ici et ici vont pouvoir se reconnaître et fusionner de façon à faire un tissu qui va être au-dessus du tube neural et qui va recouvrir le tube neural. Les cellules, par contre, qui sont noires, qui constituent les cellules des bourrelets neuraux, vont également pouvoir fusionner à ce niveau-là pour former un tube neural fermé, du coup, et qui va ainsi assurer la continuité des deux bourrelets neuraux pour la fermeture du tube neural. Et toutes ces étapes se font par reconnaissance cellulaire, par interaction de type homophile. La gouttière neurale s'est fermée pour former le tube neural qui deviendra l'encéphale et la moelle épinière. Ce schéma vous permet de visualiser la forme du disque embryonnaire puisque le feuillet supérieur qui est ici l'ectoderme, vous pouvez également visualiser au-dessus de l'ectoderme, vous l'imaginez en tout cas, la cavité amniotique, en dessous la vésicule vitelline, le feuillet inférieur est l'endoderme et au milieu nous retrouvons les structures mésodermiques avec les somites et les deux lames latérales, la somatopleure en contact avec l'ectoderme et la splanchnopleur qui, elle, est en contact avec l'endoderme. Au moment de la fermeture du tube neural, certaines cellules s'individualisent pour former les crêtes neurales et nous allons maintenant voir ce que deviennent les crêtes neurales. Sont représentées sur cette diapositive les voies de migration et le destin des cellules de la crête neurale du tronc. Je vous ai parlé de ces cellules des crêtes neurales qui s'individualisent sous la forme de cordons de part et d'autre du tube neural, et ces cellules s'individualisent au moment de la fermeture du tube neural. En fonction de leur migration, elles vont avoir des destins complètement différents. Ces cellules vont donc se déplacer au sein de l'embryon en empruntant des voies différentes, et au cours de leur migration, elles vont être en contact avec des cellules différentes et avec des signaux chimiques différents. Ce qui va faire que elles vont se différencier en quelque sorte au cours de leur migration
et certains gènes vont être activés, d'autres vont être réprimés, ce qui va faire avoir un destin différent dans ces cellules. Par exemple, si l'on considère les cellules des voies latérales, elles prennent une voie dorsolatérale entre ce qui est marqué ici ectoderme, moi je préfère dire, enfin non, c'est marqué épiderme, moi je préfère dire ectoderme, et les somites. Dans ce cas-là, ces cellules vont devenir des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules pigmentaires de l'épiderme. Au contraire, si ces cellules prennent une voie ventrale, dans ce cas-là, elles vont migrer du côté ventral à travers la moitié antérieure de chaque somite. C'est-à-dire, elles vont migrer à cet endroit, au travers du somite antérieur, et elles vont devenir des cellules, des ganglions de la racine dorsale, ou des cellules de la racine ventrale, ou des cellules de Schwann, des cellules des ganglions orthosympathiques, ou des cellules de la médullaire surrénale. Donc il est clair que, en fonction de la voie que prennent ces cellules, et surtout des signaux chimiques qu'elles vont rencontrer, elles vont se différencier en des cellules complètement différentes. Et ces phénomènes de migration et de différenciation vont se faire pour un grand nombre des cellules de l'embryon, mais en tout cas, ce phénomène a été clairement identifié et mis en évidence pour les cellules des crêtes neurales. La régionalisation ventrodorsale du tube neural est un événement également très important puisque le tube neural va donner naissance à des structures très différentes au sein du système nerveux central. Il y a donc une régionalisation de ce tube neural. Il est séparé en plusieurs régions, le toit, le plancher, les murs, le canal central que l'on appelle le neurocelle et qui donnera naissance notamment au système ventriculaire du système nerveux central. L'influence ventralisante du tube neural est due au plancher du tube neural et à la notocorde. L'influence dorsalisante est due à l'ectoderme de surface. Différentes protéines sont impliquées dans cette régionalisation. Vous pouvez considérer que ce sont des facteurs diffusibles qui vont entraîner une différenciation de parties différentes dans le tube neural. Par exemple, Sonic Hedgehog est un morphogène. Patched, un récepteur à 12 domaines transmembranaires. Smoothened agit au niveau cytoplasmique sur des protéines de la famille des gli qui vont avoir une activité de facteur de transcription. Sonic Hedgehog est notamment sécrété par la notocorde et le plancher du tube neural et il diffuse selon un gradient de concentration ventro-dorsal. Ce gradient va générer des domaines dans le tube neural qui vont préfigurer les domaines neuronaux qui se développeront selon l'axe ventrodorsal. L'ectoderme de surface, quant à lui, sécrète des molécules de la famille des BMP, BMP4, BMP7, qui diffusent et agissent sur des récepteurs sérine tréonine kinase exprimés par les cellules du tube neural. Ce que l'on appelle la régionalisation ventrodorsale du tube neural est clairement représenté sur cette figure. Vous reconnaissez le tube neural, l'ectoderme de surface qui le recouvre, l'endoderme ventral et la notocorde qui participent à cette régionalisation. Je vous ai parlé précédemment du plancher du tube neural, c'est spécifiquement cette partie-là, le toit du tube neural qui représente finalement le sommet du tube neural juste en dessous de l'ectoderme de surface, et puis différentes régions au sein de ce tube neural que l'on appelle la plaque basale et la plaque alaire. Lorsque l'on parle de régionalisation du tube neural et d'influence dorsalisante ou ventralisante, par exemple, vous pouvez considérer que l'ectoderme de surface, qui va avoir une influence dorsalisante, va sécréter des molécules qui vont forcément avoir un gradient de concentration qui va être décroissant vers la partie ventrale. La concentration va être importante ici et va décroître selon l'axe
dorso-ventrale. C'est le cas notamment des BMP. Lorsque l'on parle d'influence ventralisante, qui est due par exemple au plancher du tube neural et à la notocorde, les molécules vont être très concentrées proches de la notocorde et ce gradient va décroître de la partie ventrale à la partie dorsale. Donc en fonction de la concentration des molécules qui vont induire cette régionalisation, différents compartiments en quelque sorte vont se créer en termes de différenciation cellulaire au sein de ce tube neural. C'est ce que l'on appelle la régionalisation ventrodorsale du tube neural, et en fonction de l'activation de tel gène ou de tel gène, ce tube neural va donner naissance à telle ou telle partie du système nerveux central. La délimitation correspond au deuxième moment important de cette 4e semaine. La délimitation permet l'individualisation ou la séparation de l'embryon et des annexes extra-embryonnaires. Nous avons vu jusqu'à présent que les tissus embryonnaires et extra-embryonnaires n'étaient pas séparés, mais en continuité les uns avec les autres. L'acquisition d'une forme embryonnaire propre est un temps important de la 4e semaine du développement. Il existe au moins 2 mécanismes différents pour rendre compte d'un tel phénomène. Les délimitations céphaliques et caudales en particulier. Pour les extrémités céphaliques et caudales, limitées par les membranes pharyngées et cloacales, la croissance des structures axiales est telle qu'il se produit une évagination en doigt de gant passant au-dessus des membranes pharyngées et cloacales. Ainsi, la croissance se fait dans un sens caudorostral pour l'extrémité céphalique et dans le sens contraire, rostro-caudal, pour l'extrémité caudale. Ces 2 excroissances sont entièrement recouvertes par de l'ectoderme de surface embryonnaire et de ce fait, la formation de la future tête et de la queue embryonnaire se fait d'emblée de façon autonome par rapport aux annexes. L'endoderme de ces régions est entraîné passivement, réalisant un diverticule ou doigt de gant formant d'une part l'intestin pharyngé et d'autre part l'intestin caudal, improprement appelé postanal. Une des conséquences fondamentales de cette croissance est que cette délimitation polaire et que les membranes pharyngées et cloacales sont basculées lors de ce mouvement, très facilement visible sur les schémas présents sur la diapositive suivante. Il en est de même pour les tissus situés en avant de la membrane pharyngée ou en arrière de la membrane cloacale. Ainsi, tous les tissus, en particulier le mésoderme précardiaque, qui se trouve en position antépharyngée du fait de la migration lors de la gastrulation, se retrouvent en arrière de la membrane pharyngée. De ce fait, les tissus les plus rostraux de la gastrulation n'occupent pas, après la délimitation, la position la plus rostrale dans l'embryon. Au niveau caudal, la délimitation conduit à la modification de la position de l'allantoïde. Ce diverticule, initialement caudal, est recouvert par du mésoderme extra-embryonnaire dans lequel se développent des vaisseaux. Du fait de la délimitation, l'allantoïde prend une position ventrale près de la vésicule vitelline. Il sera inclus ultérieurement dans le cordon ombilical. Les vaisseaux allantoïdiens serviront de lien entre les circulations extra- et intra-embryonnaires. Les délimitations céphaliques et caudales sont représentées dans les figures de cette diapositive. Pour les extrémités céphaliques et caudales limitées par les membranes pharyngées à gauche et cloacales à droite, la croissance des structures axiales est telle qu'il se produit une évagination en doigt de gant passant au-dessus des membranes pharyngées et cloacales. Ainsi, la croissance se fait bien dans un sens caudorostral pour l'extrémité céphalique à gauche et dans le sens contraire, c'est-à-dire rostrocaudal pour l'extrémité caudale. Ces 2 excroissances sont entièrement recouvertes par de l'ectoderme de surface embryonnaire et de ce fait,
la formation de la future tête et de la queue embryonnaire se fait d'emblée de façon autonome par rapport aux annexes. Au cours de la délimitation corporelle, le corps embryonnaire, qui est sous forme plane, est en continuité latéralement avec les tissus extra-embryonnaires. C'est à ce niveau que les phénomènes de délimitation prennent tout leur sens. À ce niveau, la délimitation se déroule dans un plan transversal. Elle se fait par enveloppement des tissus ventraux par les feuillets les plus dorsaux. Ainsi, l'endoderme forme un tube interne recouvert de mésoderme, puis d'ectoderme. Nous pouvons schématiquement décrire deux temps successifs assurant la délimitation transversale du corps embryonnaire. D'abord, du fait de la croissance et de la dissociation des somites, les tissus les plus latéraux, comprenant la pièce intermédiaire et les lames latérales, sont refoulés vers le pôle ventral et médian. Ce mouvement est dû à la forme triangulaire qu'adoptent les dérivés somitiques. Triangle à base dorsale et dont la pointe est dirigée vers la partie médiane et ventrale. Au cours de ce mouvement, les cellules de la lame latérale prolifèrent et certaines subissent une transition épithélio-mésenchymateuse. La prolifération intéresse surtout la somatopleure et dans une moindre mesure la partie médiane de la splanchnopleure. Tous ces mouvements conduisent à la jonction sur la ligne médiane des deux aortes dorsales qui fusionnent pour ne plus former qu'un vaisseau impair et médian. Il faut toutefois noter que les aortes dorsales primordiales contribuent à la formation des parois endothéliales, latérales et dorsales de l'aorte médiane, mais pas à celle de la partie médiane. Celle-ci reçoit un contingent ventral provenant de la lame latérale, splanchnopleure dont la partie médiane prolifère. Ce contingent forme le plancher de l'aorte définitive et donne naissance à des dérivés hématopoïétiques qui prolifèrent sur la paroi ventrale de l'aorte et qui semblent donner naissance à tous les dérivés hématopoïétiques de l'embryon. Dans le même temps, les splanchnopleures se rejoignent sur la ligne médiane et forment le primordium du mésodécéreuse. Le second temps de la délimitation transversale intéresse l'endoderme. Les lames latérales, recouvertes d'ectoderme de surface, s'enroulent autour de l'endoderme. Ce mouvement est assuré par la prolifération plus importante de la somatopleure par rapport à celui de la splanchnopleure. Les parties latérales des lames latérales se dirigent ventralement et vers la ligne médiane où elles fusionnent. Les deux parties latérales de l'endoderme sont entraînées dans ce mouvement et fusionnent sur la ligne médiane. De même, l'ectoderme de surface fusionne sur la ligne médiane et se sépare de l'amnios encore plus latéral. Ainsi, l'endoderme plan conduit à former un cylindre ou tube. La paroi de ce cylindre est renforcée par la splanchnopleure et la somatopleure. Le cœlome persiste et conduit à former la cavité séreuse. La délimitation transversale corporelle n'est pas synchrone à tous les niveaux transversaux, mais se réalise en deux mouvements de sens opposés, rostrocaudal à partir de la membrane pharyngée et caudorostral à partir de la membrane anale. Ainsi, la fermeture du tube digestif, enfin le futur tube digestif, fait appel à deux fermetures éclairs, de sens opposés, se rencontrant au niveau de la zone du tube digestif qui reste ouverte et où les annexes et l'embryon restent en continuité, c'est-à-dire l'ombilique. L'initiation de ces deux mouvements est permise par les délimitations céphaliques et caudales, dont nous avons déjà parlé, qui entraînent la rotation des membranes pharyngées et cloacales. Ainsi, chacune des deux fermetures éclairs correspond à l'extrémité initialement céphalique, respectivement caudale, de la membrane pharyngée, respectivement cloacale.
La délimitation de l'embryon est également clairement visible sur ces figures. Une des conséquences de la délimitation est le développement considérable des annexes. Vous remarquez clairement ici que la cavité amniotique, qui est initialement petite et strictement dorsale, grandit très significativement et vient s'enrouler autour de l'embryon, ne laissant qu'une petite place pour la vésicule vitelline qui passe en position ventrale, mais qui devient surtout très petite. Je vous ai décrit sur la diapositive précédente les différents événements qui conduisent à la délimitation de l'embryon. Je vous les ai remarqués ici sur cette diapositive. Donc vous retrouvez l'enroulement des lames latérales autour de l'endoderme, la fusion ventrale des lames latérales, la fusion médiane des parties latérales de l'endoderme, la fusion médiane de l'ectoderme de surface et la formation de la cavité séreuse à partir du cœlome. Nous assistons également à un développement considérable des annexes et l'enroulement de la cavité amniotique, initialement petite et dorsale, qui devient beaucoup plus volumineuse et qui vient entourer, enrouler entièrement l'embryon. Ceci représente le deuxième temps de la délimitation corporelle. Comme nous pouvons l'apercevoir également sur cette figure, une des conséquences de la délimitation est le développement considérable des annexes. La cavité amniotique, initialement petite et strictement dorsale, grandit notablement et vient s'enrouler autour de l'embryon, ne laissant qu'une petite place pour la vésicule vitelline en position ventrale, et que l'on voit ici. L'embryon n'est maintenant en contact avec les annexes embryonnaires qu'au niveau des membranes pharyngées et cloacales. Cette figure représente l'aspect de l'embryon en coupe sagittale en cours de délimitation. La paroi la plus externe, ici, est constituée de syncytiotrophoblastes, doublés par du cytotrophoblaste. Le mésoderme extra-embryonnaire, que l'on appelle ici MEE, tapisse le cytotrophoblast. La cavité amniotique, visible ici, a considérablement grandi. Nous pouvons distinguer également une autre cavité que l'on appelle le cœlome extra-embryonnaire, et puis différents organes, CO, c'est le cœur, A, l'allantoïde, VV, la vésicule vitelline. Les doubles flèches représentent l'interface entre tissus embryonnaires et extra-embryonnaires. Elles sont localisées ici et ici. Le bourgeon de membre est très intéressant à étudier au cours du développement embryonnaire. L'ébauche de membre supérieur apparaît au niveau de la future zone cervicale basse au 24e jour embryonnaire et vers le 28e jour au niveau de la future zone lombaire basse pour le bourgeon de membre inférieur. Chaque bourgeon est formé par un axe mésenchymateux produit par une prolifération des cellules de la somatopleure et par une enveloppe ectodermique formée par de l'ectoderme de surface. L'enveloppe ectodermique présente une différenciation située au niveau de la crête ectodermique du bourgeon. À ce niveau, les cellules ectodermiques sont prismatiques et reliées entre elles par des jonctions communicantes et constituent le bourrelet ectodermique apical. Différents facteurs sont très importants et capitaux pour l'apparition et le développement de ce bourgeon de membre. Par exemple, le FGF10 joue un rôle essentiel dans l'apparition du bourgeon de membre. Ce gène est exprimé dans de nombreuses régions, mais en particulier le mésoderme axial présomitique, la pièce intermédiaire et les lames latérales. Au cours du développement, son expression mésodermique se limite au territoire présomptif des membres. Si on applique du FGF10 au niveau du flanc d'un embryon de poulet, on induit un membre surnuméraire prouvant que FGF10 est suffisant pour induire la formation d'un membre. Une fois le bourrelet formé, FGF10 ne sert plus.
Si on invalide le gène FGF10 chez la souris, le membre ne se forme pas. FGF8 agit sur les cellules de l'axe mésenchymateux issues de la somatopleure en favorisant leur division. Si nous excisons chirurgicalement le bourrelet apical, les cellules arrêtent de proliférer et nous obtenons ainsi un membre dit tronqué. Le bourgeon de membre est une structure très complexe dont la formation nécessite de multiples interactions. Chaque bourgeon est formé par un axe mésenchymateux produit par une prolifération des cellules de la somatopleure et par une enveloppe ectodermique formée par l'ectoderme de surface, ce que l'on voit ici. Cette enveloppe ectodermique présente une différenciation située au niveau de la crête ectodermique du bourgeon. À ce niveau, les cellules ectodermiques sont prismatiques et reliées entre elles par des jonctions communicantes. Cela correspond à cette zone-là. Cette zone s'appelle justement le bourrelet ectodermique apical. FGF10 induit la formation du bourrelet ectodermique apical. C'est ce que l'on voit ici. Vous voyez que FGF10 est sécrété par la somatopleure en contact avec l'ectoderme de surface. Le FGF10 correspond à une protéine sécrétée appartenant à la famille des fibroblast growth factor, des FGF. Le domaine d'expression du FGF10, codant pour ce facteur, est assez étendu chez l'embryon. En particulier, les cellules du mésoderme axial présomitique, comme je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, de la pièce intermédiaire et des lames latérales sécrètent FGF10. Au cours du développement, l'expression mésodermique de ce gène se restreint en deux domaines correspondant au territoire présomptif des membres. Si l'on applique du FGF10 au niveau du flanc d'un embryon de poulet, on induit un membre surnuméraire. Ceci démontre que FGF10 est suffisant pour induire la formation d'un membre. Cette induction passe par la formation d'un bourrelet ectodermique apical surnuméraire. Une fois le bourrelet induit, le membre se développe et ne nécessite plus la présence de FGF10. Comme il est présenté dans la partie B de cette figure, une fois induit, le bourrelet ectodermique apical sécrète FGF8. Ce facteur produit par le bourrelet diffuse et agit sur les cellules de l'axe mésenchymateux, issues de la somatopleure, en favorisant la division des cellules. Si l'on enlève chirurgicalement le bourrelet apical, les cellules, par conséquent, cessent de proliférer et on obtient un membre tronqué. Ainsi, le bourrelet ectodermique apical est responsable de la croissance ultérieure du membre. Au cours de la 4e semaine, les processus que j'ai déjà décrits pendant la 3e semaine, la somitogénèse, c'est-à-dire la fabrication des somites et l'apparition des somites, la formation du mésoderme à partir de la ligne primitive puis du bourgeon caudal, se poursuivent. L'ensemble se déroule selon une séquence de maturation céphalo-caudale. Au niveau le plus rostral de la pièce intermédiaire se différencie le pronéphros, correspondant au niveau des somites 5 à 12. Le pronéphros est une structure non fonctionnelle chez les mammifères et les oiseaux. Il dégénère et disparaît vers le 24e ou le 25e jour embryonnaire chez l'homme. Il représente en fait un reliquat phylogénétique. En effet, c'est une structure impliquée dans les phénomènes d'excrétion chez les vertébrés inférieurs. Une autre structure mésodermique se met en place au cours de cette 4e semaine. Un cordon cellulaire plein prend naissance au niveau du mésoderme intermédiaire des niveaux correspondant aux somites 5 à 10. Ce cordon se différencie secondairement en un canal du fait d'une transition épithélio-mésenchymateuse. Le cordon croît vers l'extrémité caudale de l'embryon
et se place entre le mésoderme intermédiaire et l'ectoderme de surface. Puis, il se transforme en un canal et prend le nom de canal de Wolff. La croissance du cordon est due à la présence de molécules de la matrice extracellulaire, telles que la fibronectine. La différenciation du cordon en un canal est due à la sécrétion de BMP4 par l'ectoderme de surface et par les cellules des lames latérales. Si l'on empêche la sécrétion de BMP4, la migration caudale est possible, mais pas la transformation en canal de Wolff. Ce canal s'étend vers la partie la plus caudale de l'embryon et s'abouche au niveau de l'intestin postérieur, que l'on appelle également cloaque. En ce qui concerne la vésicule otique, au cours de la 4e semaine de développement, le rhombencéphale, qui correspond à une des régions du tube neural rostral embryonnaire, induit l'épaississement de l'ectoderme de surface adjacent, conduisant à la formation de la placode otique. Puis, la vésicule otique s'invagine dans le tissu mésodermique sous-jacent, et enfin, la jonction entre l'ectoderme de surface et la vésicule otique est rompue. La vésicule otique donne naissance aux différents éléments neurosensoriels de l'oreille interne. Est illustré sur les différents schémas présents sur cette diapositive la fabrication et l'apparition de la placode otique. Le rhombencéphale, qui correspond à une partie du cerveau primitif, va induire la différenciation de cellules de l'ectoderme de surface. Ces cellules vont progressivement s'invaginer au niveau mésodermique pour former une vésicule internalisée qui donnera naissance aux éléments neurosensoriels de l'oreille interne. À la fin de la 4e semaine de développement, les arcs bronchiaux se mettent en place dans la région présomptive du cou. Ces structures sont des formations segmentées, métamériques, dont l'identité moléculaire repose sur une combinaison d'expressions de facteurs de transcription. Chaque arc bronchial est limité superficiellement par l'ectoderme de surface. L'endoderme forme leur limite pharyngienne. Deux arcs consécutifs sont séparés par une fente ectodermique en superficie et une poche endodermique en profondeur. Les cellules mésodermiques, qui constituent le cœur de l'arc bronchial, proviennent du mésoderme céphalique et de la crête neurale issue du tube neural, mésencéphale et surtout rhombencéphale. Les arcs bronchiaux donneront naissance aux différents éléments anatomiques du cou. À la fin de la 4e semaine de développement, nous pouvons distinguer chez l'embryon, à la fin de la délimitation, un certain nombre d'éléments caractéristiques, notamment la segmentation des arcs bronchiaux en région présomptive du cou, qui sont visibles ici et ici également, et ici aussi. La vésicule optique qui donnera naissance à l'œil, la vésicule otique donnant naissance à l'oreille, et puis nous pouvons voir également sur, en quelque sorte, le dos de l'embryon, les différentes somites qui segmentent également en grande partie le corps de l'embryon. Afin de terminer le cours, nous allons aborder maintenant l'évolution et le devenir des feuillets embryonnaires. Alors qu'en est-il du devenir de l'endoderme? Il donnera différentes structures telles que les amygdales, certaines cellules de la thyroïde, des parathyroïdes et du thymus, l'épithélium du tube digestif, de l'appareil respiratoire, les hépatocytes, l'épithélium des voies biliaires, l'épithélium glandulaire du pancréas et des glandes associées au tube digestif. Qu'en est-il du mésoderme? Il va donner la notocorde, que nous avons déjà étudiée, qui elle-même donnera naissance à la partie centrale du disque intervertébral, avec aussi un rôle du mésoderme paraaxial.
La plaque précordale constitue un épaississement localisé de l'entoblaste rostral au futur processus notocordal. Elle constitue en tant que telle la première population de cellules s'invaginant à travers le nœud primitif. Un petit contingent de cellules mésoblastiques subsiste entre la partie rostrale du processus notocordal et la plaque précordale, appelée le mésenchyme précordal. La plaque précordale et les cellules mésoblastiques qui l'entourent joueraient le rôle d'organisateur pour la région cervicale. La musculature extrinsèque de l'œil dérive notamment de cette structure. Le disque intervertébral est formé uniquement par du mésoderme paraxial. Le dermatome, situé juste sous l'ectoderme de surface, produit une induction de ce dernier, entraînant la formation des annexes cutanées. Il se différencie en cellules dermiques et hypodermiques. Le myotome donne naissance à toutes les fibres musculaires striées squelettiques de l'organisme. Le sclérotome se différencie en éléments squelettiques axiaux, vertèbres, disques intervertébraux, ligaments et méninges spinales. Cette différenciation nécessite une interaction avec le tube neural et la notocorde. La notocorde est responsable de la formation des corps vertébraux. Le tube neural peut aussi induire la chondrogénèse, mais à distance. Le tube neural est responsable de la formation de l'arc neural de la vertèbre. La transplantation de somites thoraciques en région cervicale donnera naissance à des vertèbres thoraciques, c'est-à-dire avec côte, et la transplantation de somites cervicaux en région thoracique donnera des vertèbres cervicales sans côte. Il existe donc une régionalisation des somites le long de l'axe céphalocodal. Donc les différentes structures dont nous venons de parler sont représentées ici. Vous pouvez reconnaître l'aorte, le dermatome, le dermomyotome, l'endoderme, l'ectoderme de surface, le myotome, qui est indiqué ici, le tube neural et le sclérotome, qui est présent ici. Ces différentes structures sont clairement visibles ici, dans la coupe transversale montrant la maturation des somites. La pièce intermédiaire donnera naissance au pronéphrose, qui dégénère chez l'homme, au mésonéphrose, donnant naissance à des éléments du système urinaire au niveau thoracolombaire, et au métanéphrose, qui au niveau sacré donnera naissance au rein. Donc cette pièce intermédiaire, elle donne naissance essentiellement à des parties des appareils génitaux et urinaires. Qu'en est-il des lames latérales, sous la forme somatopleure et splanchnopleure? La somatopleure donnera naissance au mésenchyme central des bourgeons de membres, au derme et à l'hypoderme latéral et ventral, au squelette des membres et des parois latéraux-ventrales du corps, et aux cellules non contractiles des muscles hypaxiaux. Sous le terme cellules non contractiles des muscles hypaxiaux, cela sous-entend l'endomysium, qui donnera la gaine du tissu conjonctif lâche entourant chacune des fibres d'un muscle. Le périmysium, c'est la gaine conjonctive qui sépare les différents faisceaux de muscles striés. Et les aponevroses, ce sont les gaines conjonctives autour du muscle, mais également les tendons. La splanchnopleure donnera la paroi du tube digestif, l'appareil respiratoire, les séreuses des cavités thoraciques et péritonéales, ainsi que les vaisseaux sanguins. Afin de bien faire la différence entre les muscles épaxiaux et les muscles hypaxiaux, les muscles épaxiaux sont associés à la colonne vertébrale, alors que les muscles
hypaxiaux sont ceux de la ceinture et des membres. Quel est le devenir de l'ectoderme? L'ectoderme de surface donnera l'épiderme et les structures épithéliales associées, telles que les glandes sébacées, les glandes sudoripares et les glandes mammaires. Les phanères et les dents sont mixtes et dérivent à la fois de l'ectoderme de surface et des tissus sous-jacents. Les cellules pigmentaires de la peau dérivent de la crête neurale, nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous avons décrit justement le devenir des crêtes neurales, de même que les cellules de Langerhans, qui sont des macrophages issus de la moelle osseuse. L'ectoderme de surface donnera également les placodes, du cristallin, les noyaux des nerfs crâniens et l'épithélium de l'oreille interne. Le neurectoderme, lui, donnera naissance au tube neural, qui lui-même donnera le système nerveux central, et les crêtes neurales donneront naissance au système nerveux périphérique, les mélanocytes, les médullosurrénales et les paraganglions. En conclusion générale de ce cours, je voudrais simplement vous faire passer le message suivant. L'embryologie permet la mise en place globale des différents éléments précurseurs des structures de l'organisme. Il faut quand même être conscient que peu de données sont certaines chez l'homme et certaines interactions demeurent inconnues ou hypothétiques, mais l'embryologie expérimentale permet d'imaginer certains des processus possibles.